présente rapidement. Donc, je suis Magdalena Kirch-Léger. Je suis docteur en histoire de l'Université de Montpellier. J'enseigne l'histoire géo à Montpellier. Et je suis membre du laboratoire crise de l'Université Montpellier 3. J'ai fait ma thèse en histoire sociale et j'ai fait ensuite un post-doctorat de 3 ans, un post-doctorat franco-allemand sur l'enseignement en France et en Allemagne, notamment la question d'enseignement de l'Europe, histoire comparée franco-allemande, avec une équipe allemande. Donc on travaillait à deux équipes pour comparer chacun nos manuels. Ce post-doctorat donc a donné naissance à un nouveau projet de recherche qui est dans la continuité donc, du premier, qui porte plus cette fois-ci sur les commissions franco-allemandes, à la fois leur fonctionnement, mais surtout, de notre point de vue, leur éventuelle influence sur la production des manuels en fonction des époques. Donc, comparer, disons, les contenus avec les recommandations, savoir est-ce qu'il y a une influence directe des commissions, est-ce que ces commissions sont dans l'air du temps, pour voir un petit peu dans quelle mesure elles ont pu influencer, participer, disons, à une évolution qu'on pourrait observer dans les manuels scolaires. Alors, ce projet de recherche donc, se poursuit avec des collègues du Georg Eckert Institut de Braunschweig, avec lesquels je travaille en particulier avec Stefan Sammler. Et nous nous basons sur les travaux pionniers, n'est-ce pas, de Riemann Schneider et de Rainer Bendick, qui, donc, les travaux nous servent encore beaucoup, et je parle donc sous le contrôle de Rainer ici présent, qui pourra modifier ou éventuellement compléter ce que je dis. Alors, je m'excuse un peu pour la fatigue parce que j'étais aux États-Unis à 48 heures, donc j'ai le décalage horaire, surtout le matin, le décalage horaire, donc j'espère que ça ne va pas être trop laborieux. Oui, j'espère, il faut que je tienne la distance. Et je vous remercie en tout cas pour cette invitation. Et donc, je vais faire une présentation rapide des travaux que nous menons avec Stefan, sachant que ce sont des travaux qui sont en chantier, qui ne sont pas terminés. Et nous avons pris comme sujet, comme angle d'attaque, un peu lié à l'actualité et aux demandes aussi des différents colloques, nous avons pris l'exemple de la Première Guerre mondiale, et notamment l'enseignement de la question de la responsabilité dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui nous servait en fait de fil conducteur pour voir l'évolution qu'il pouvait y avoir dans les manuels scolaires, en lien avec les recommandations des commissions sur ces sujets. Donc c'est pour ça que, à travers donc, le thème des commissions franco-allemandes et de la construction de la paix, on a pris l'exemple de la construction de la paix par la modification des récits scolaires liés à la Première Guerre mondiale et notamment le déclenchement et la fameuse responsabilité allemande. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la commission franco-allemande réunit des professeurs d'histoire du secondaire des deux pays. Donc, ceci nous a été longuement expliqué, je vais essayer d'aller rapidement. Elle a été mise en place dans le but d'expertiser et de réviser les manuels scolaires et construire une paix durable, disons, par l'éducation et la société civile en complément des initiatives politiques qu'on pouvait avoir au plus haut niveau. L'idée était de faire la chasse aux stéréotypes, aux clichés, aux interprétations historiques qui pouvaient être source d'antagonisme entre les deux pays et qui pouvaient continuer finalement à faire, comme on pourrait dire, des manuels scolaires, des outils de guerre. Et l'idée étant d'en faire des outils pacificateurs, des outils, merci, des outils de paix. Et la société civile est entendue ici par opposition au gouvernement et au milieu politique, c'est-à-dire les milieux d'enseignement et des syndicats professionnels. La commission donc, se réunit tous les 2 ans à partir de 1951 dans un contexte de construction européenne, de réconciliation franco-allemande, d'évolution historiographique dans les deux pays et de renouvellement des pratiques pédagogiques. Et le but était de voir l'influence de toutes ces évolutions à la fois sur les travaux de la commission et sur la modification des récits scolaires. À l'heure donc où le manuel franco-allemand propose aujourd'hui un discours commun sur l'histoire contemporaine, qualifié d'ultime signe de réconciliation par l'histoire, il nous a paru donc opportun avec l'équipe allemande de faire cette recherche binationale sur la réconciliation par l'école. C'est le titre du projet, c'est la paix par l'école. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les temps sont propices à revoir finalement, à remettre en cause l'enseignement de l'histoire, parce que les récits sont accusés d'avoir entretenu les rivalités, et notamment pendant l'entre-deux-guerres, et d'avoir encouragé le second conflit
après le premier, au lieu d'avoir essayé d'apaiser pour éviter une nouvelle guerre mondiale. Dans ce contexte, des entreprises de révision de manuels scolaires se multiplient à l'échelle européenne, et là vous avez un schéma qui l'illustre. Et parmi toutes ces commissions, on a la commission franco-allemande, qui va avoir donc plusieurs objectifs, et avoir déjà... notre étude permet de voir quelle est l'originalité de cette commission franco-allemande au sein de ce vaste mouvement qui apparaît derrière moi. Quelle question se pose à la commission, après 1945? Comment enseigner la guerre et éduquer à la paix en même temps? Et comment faire appliquer les recommandations de la commission? Comment faire qu'elles aient une influence concrète dans les discours scolaires? Y a-t-il eu enfin convergence ou bien divergence des discours scolaires? Et est-ce que les commissions franco-allemandes ont participé à cette évolution? Est-ce qu'elles ont aidé à rapprocher les discours, au contraire, à les différencier, à mettre en valeur les différences? Donc, rapidement, je vais voir les origines et les recommandations de la commission, et ensuite deux exemples de questions sensibles, on pourrait dire, la responsabilité allemande dans le déclenchement de la Grande Guerre et les représentations de la violence dans un contexte d'éducation à la paix. Vous aurez à peu près combien de temps? Un quart d'heure, c'est bon? Un peu plus, un peu plus. Oui, 20 minutes. 20 minutes. Même 25 minutes, mais dans ce cas-là, il est 10h17, donc à 10h33. Non, 20 minutes, ben oui, 10h40. Allez, jusqu'à 10h40. D'accord, je vais essayer. 23, 24 mais je verrai. minutes. Vous me prévenez un peu avant, comme ça. Absolument, absolument, jusqu'à 10h40. Essayez de ne pas me laisser emporter par le sujet. Je vous en prie, 10h40. Là, dans un premier point, donc là, j'ai vite passé question l'originalité, la combinaison, et convergence et divergence. Donc, les origines, les questions sensibles et la violence. Aux origines d'un processus inédit de pacification, la réconciliation par les discours scolaires. Pour commencer, il faut rappeler que le mouvement de révision des manuels n'est pas né en 1945. Enfin, je le rappelle, mais ça vous a déjà été rappelé. Il s'est développé au sortir de la Grande Guerre dans un contexte de prise de conscience des manipulations de l'histoire, et de l'histoire enseignée en particulier. Manipulation à des fins bellicistes, au cours de ce qu'on a appelé la guerre des historiens. En 1919, le pacifiste français Romain Rolland écrivait dans l'Humanité « Ils ont cherché dans l'arsenal de leur savoir, de leur mémoire, de leur imagination, des raisons anciennes et nouvelles, des raisons historiques, scientifiques, logiques, poétiques, de haïr. » Donc dans ce contexte, au sortir de la Grande Guerre, l'antagonisme franco-allemand est bien sûr au cœur des préoccupations. On s'interroge, donc je reviens un petit peu en arrière pour qu'on comprenne dans quel contexte la commission d'après 1945 s'inscrit. On s'interroge, dès la Première Guerre mondiale, sur le rôle joué donc par les préjugés véhiculés par les manuels scolaires et le danger des fameux romans nationaux qui sont pointés du doigt par les pionniers de la révision des manuels. En octobre 1924, une conférence internationale a lieu à Berlin qui réunit des professeurs d'histoire français et allemand, spécialistes de la didactique, dans l'esprit des accords de Locarno, qui cherchent donc à promouvoir la paix par l'enseignement. Mais il faut attendre 1935 pour voir la mise en place à Paris de la première fameuse commission mixte dont M. Tison nous a parlé. Une conférence franco-allemande organisée donc par Georges Lapierre et Jules Isaac, auteur du Manet Isaac, et l'inventeur de ce qu'on appelle la méthode des deux points de vue, puisque c'est lui qui a eu l'idée d'introduire des documents allemands dans les manuels français pour qu'on observe les points de vue allemands et qu'on compare un autre point de vue. Français et Allemands tombent alors d'accord sur un nombre de recommandations pour réviser les manuels. Ces recommandations sont publiées en France, mais malheureusement en Allemagne, l'arrivée du nazisme fait qu'elles restent assez confidentielles, leur publication est plus ou moins annulée. Mais dans les résultats de cette première rencontre, même s'ils sont limités, dans les faits, ils servent de base pour les historiens qui procèdent à ce qu'on appelle la rééducation des esprits après 1945. Les discussions reprennent dès 1948 avec le soutien des gouvernements militaires français et britanniques de l'Allemagne occupée, qui chargent donc Georg Eckert, président à l'époque du comité de l'enseignement de l'histoire et donc fondateur du fameux Georg Eckert Institut, qui a été fondé dans ce contexte pour réunir les manuels scolaires qui allaient servir à l'étude pour les commissions. Donc c'est une des origines de la fondation de l'Institut, qui est aujourd'hui le plus grand institut de conservation de manuels scolaires au monde.
Donc, Georg Eckert est chargé, côté allemand, de remettre en place les commissions, et Édouard Brûlé, président de l'association des professeurs d'histoire géo en France, va devenir donc son interlocuteur de l'autre côté de la frontière pour relancer le mouvement de révision concertée de l'enseignement de l'histoire. L'idée est de réintroduire les chercheurs allemands dans la communauté scientifique. Donc déjà là, il y a une première, on pourrait dire un premier message, c'est-à-dire qu'on associe les Allemands aux réflexions, dans l'idée de ne pas faire comme si les Allemands étaient tous coupables, mais bien distinguer ceux qui ont été compromis de ceux qui n'ont pas été, et de réintroduire le plus rapidement possible ceux qui ne sont pas suspects de collaboration, enfin, de nazisme, dans les discussions internationales, et ne pas laisser à l'écart les Allemands, ce qui a été le cas dans certaines réunions de révision des manuels scolaires qui ont été faites à l'écart des Allemands. Donc là, la commission franco-allemande a vraiment l'idée de mettre les Allemands au cœur de la réflexion. Les historiens s'empressent dès 1950, même si donc, les gouvernements au départ sont à l'initiative, dès 1950, les membres de la commission reprennent leur liberté, parce que pour eux c'est très important de garder cette liberté de réflexion dans l'esprit de la liberté d'enseignement, notamment chère aux Français. C'est surtout d'ailleurs les Français qui insistent sur ce point, puisqu'en Allemagne il y a quand même cette tradition d'autorisation préalable qui fait que c'est quelque chose peut-être de moins fort, alors qu'en France, cette liberté d'enseignement était primordiale, et c'est une des originalités de la commission franco-allemande par rapport à toutes les autres commissions que je vous ai montrées dans le schéma en Europe. C'est une des rares qui n'est pas sous influence gouvernementale, sachant que celles qui sont sous influence gouvernementale sont aussi protégées, j'allais dire, par les gouvernements, et les recommandations deviennent obligatoires. Alors que là, les commissions franco-allemandes cherchent à garder leur indépendance vis-à-vis des États, mais du coup leurs recommandations ne sont pas obligatoires pour les enseignants des deux pays. C'est aussi dans la liberté et dans le respect de la liberté d'enseignement des professeurs. L'idée était de faire des recommandations, c'est pour ça que le mot est important, et non des directives imposées par les programmes scolaires et les gouvernements. Les historiens, donc, pourquoi? On cherche à éviter l'influence politique, déjà pour la liberté, le principe, mais aussi on ne veut pas qu'un nouveau roman international de la paix remplace les anciens romans nationaux bellicistes. On ne recommence pas à instrumentaliser l'histoire dans notre sens. Donc, c'est une des premières originalités de cette commission franco-allemande qui va donc, pour la première période, se réunir de 1951 à 1967. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les réunions sont des réunions de discussion sur les manuels, mais il y a aussi des excursions. Alors, les réunions ont lieu tous les 2 ans, une fois dans un pays, une fois dans l'autre, et on visite pour connaître l'autre pays, discuter dans un autre contexte que dans celui des colloques, et apprendre à se connaître par aussi la connaissance du pays et de sa culture sur le terrain. Donc les excursions font partie prenante des rencontres, sachant que les rencontres en elles-mêmes sont intéressantes pour qu'il y ait un véritable dialogue direct entre les professeurs. Les recommandations sont importantes, mais le dialogue s'établit dès que les professeurs se rencontrent, tissent des liens, des relations, de personne à personne, l'idée étant de faire un réseau franco-allemand. Le caractère innovant sort aussi dans la méthode qu'on appelle la méthode réciproque, c'est-à-dire qu'on croise les documents. Les manuels français sont examinés par les Allemands et inversement. Chacun appréhende le point de vue de l'autre à travers le manuel et voit aussi si la façon dont il est vu dans le manuel de l'autre le choque ou pas. Donc il analyse comment l'autre et lui-même est présenté dans le manuel de l'autre côté de la frontière. L'objectif est donc d'éviter les erreurs qui ont été commises dans l'entre-deux-guerres avec des manuels pour la plupart très bellicistes dont je vais reparler, et de continuer donc le combat des pionniers de l'entre-deux-guerres par la proposition de recommandations pacificatrices. Ces recommandations, elles sont publiées dès les premières rencontres. La première rencontre a lieu en 1951, Paris et Mayence, qui aborde les problématiques de l'enseignement de la guerre et de la paix. Donc très tôt, c'est vraiment au cœur des discussions de la commission. Bien sûr, on s'accorde sur l'idée de donner plus de place à l'idée de paix dans les récits scolaires. Il est recommandé de remplacer l'histoire bataille par une histoire en tension entre la guerre et la paix, pour alterner les périodes de conflit et les périodes d'entente, et insister sur les échanges et les influences réciproques qui peuvent avoir lieu pendant les périodes d'entente.
également le caractère conflictuel des relations entre les deux pays à travers l'histoire, pour éviter finalement d'alimenter l'idée d'ennemis héréditaires qui serait depuis l'origine des deux nations. Donc le principe est de réconcilier à petits pas, notamment grâce à la méthode consensuelle. En ce qui concerne donc l'enseignement des guerres et des sujets sensibles, la Commission opte dans un premier temps pour ce qu'elle appelle la méthode consensuelle, c'est-à-dire dès 1951, les débats difficiles, jugés trop sensibles, sont pratiquement passés sous silence. On recommande de rester très allusif sur ces sujets-là, pour se réconcilier d'abord sur les sujets qui sont les moins tendus, et ensuite on abordera les problématiques les plus difficiles. C'est du pragmatisme, pour éviter que le débat soit tout de suite bloqué et que tout le monde se sépare en étant dans la tension. Pour le thème des responsabilités dans le déclenchement de la Grande Guerre, on se contente donc d'indiquer que personne n'est responsable, donc ça c'est les recommandations de la Commission, personne n'est responsable particulièrement du conflit, ce qu'on appelle externaliser la responsabilité des États et des gouvernements. Et c'est un sujet qui nous a paru intéressant d'observer pour l'évolution des discours. C'est-à-dire, est-ce que les manuels vont être en accord avec les recommandations des commissions? Donc, une question sensible à responsabilité allemande dans le déclenchement de la Grande Guerre. D'abord, il faut rappeler, ce qui est intéressant, que la Première Guerre mondiale, donc il y avait le centenaire, qui faisait qu'on nous a beaucoup demandé de travailler ce sujet, mais il y avait aussi l'idée de travailler sur le temps long du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale n'offre pas ce recul pour observer surtout le XXe siècle l'évolution des discours. Là, on peut comparer le phénomène, c'est-à-dire l'impact de la Seconde Guerre mondiale et des commissions d'après 1945 sur les discours, en reprenant ce qui a été fait dans l'entre-deux-guerres et en comparant à ce qui est fait dans les années 50-60. Donc, côté français, dans les années 20 et 30, ce sont des récits très vindicatifs vis-à-vis des Allemands. La responsabilité allemande et la cruauté du peuple allemand sont au cœur du manuel. Véritablement, c'est même étonnant, quand on reprend les manuels aujourd'hui, on est un peu étonné de ce côté vindicatif. Chez Gigord, agressif. Oui, et chez les manuels les plus vendus, c'est-à-dire les deux, Hachette et Gigord. Chez Gigord, par exemple, il y a le manuel catholique qui est vendu dans les milieux catholiques dans l'entre-deux-guerres. En 1925, on a un ton donc très revanchard. Il parle de mesurer l'étendue des responsabilités, il parle de... il est l'heure de faire les comptes, la responsabilité allemande est claire, l'Allemagne a agressé la France qui n'aspirait elle qu'à la paix. L'auteur dénonce les horreurs commises par les Allemands en Belgique, en France, en violation du droit des gens, une violence inhumaine, une cruauté gratuite. L'auteur termine par la honte que devrait inspirer de pareils crimes, et on a de façon récurrente l'exemple symbolique de l'incendie de la cathédrale de Reims, qui bien sûr, plus pour un manuel catholique, l'exemple même de la cruauté et du sacrilège exactement allemand. Dans le même esprit et plus étonnant, on a la première version du récit de la Grande Guerre par Jules Isaac, qui dès 1920 donc complète le manuel de Albert Mallet qui est mort à la guerre et fait le premier récit introduit dans le manuel Hachette, le premier récit sur la Première Guerre mondiale, donc vraiment un récit à chaud écrit très peu de temps après le conflit. Et on est étonné de lire dans le chapitre sur la responsabilité et les origines de la guerre, je cite, la mentalité de l'Allemagne moderne, mentalité faite de convoitise, d'orgueil, d'un immense appétit de domination, jouant au culte de la force brutale, telle est en dernière analyse la cause profonde de la guerre. Donc on voit que Isaac ne mâche pas ces mots, mais côté allemand, on est quand même un peu dans le même esprit. On répond par la thèse de l'Anpreisung. On dénonce la politique d'encerclement, Kreisung peut-être d'ailleurs, on dénonce la politique de l'encerclement menée par l'Angleterre et la France, et on trouve de belles cartes comme ça, où on montre l'Allemagne, le projet. En fait, cette carte, c'est le projet des Français et de leurs alliés pour l'Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne, c'est tout petit en blanc, et réduire l'Allemagne au minimum, l'encercler. Et ça, c'est une carte que l'on trouve dans les manuels de l'époque, le projet français pour les Allemands. Bon, on est content de voir quand même que Braunschweig est toujours en Allemagne.
C'est peut-être pour ça que cette carte a été choisie comme exemple par mon collègue allemand. Bon. Et donc on voit bien ici que la France est l'ennemi de l'Allemagne et que l'Allemagne ne fait que défendre son territoire face aux agressions françaises. Donc c'est plus finalement une carte de propagande qu'une carte d'histoire, véritablement, puisque c'est de la prospective. Donc on a bien... Monsieur Reimann était mon prédécesseur. Le président de l'association allemande. C'était un nazi. Très engagé d'ailleurs dans ces mouvements. Donc il s'agit d'un dialogue de sourds dans l'entre-deux-guerres entre des responsabilités qu'on se renvoie et des stéréotypes et des propos vindicatifs que l'on s'en doit retenir. Dès 1951, la commission franco-allemande va essayer donc de remettre en cause ces récits pour prôner l'apaisement des récits scolaires, et c'est pour ça qu'on va donc proposer la méthode consensuelle. La question des responsabilités doit être plus ou moins éludée. Alors, nous avons étudié la commission franco-allemande, c'est-à-dire RFA France. Mais nous avons trouvé intéressant de comparer avec les discours de la RDA pour voir s'il pouvait y avoir des influences de part et d'autre. Sachant qu'il y a une commission France-RDA qui sera mise en place à partir des années 60, je crois. Mais que nous n'avons pas étudié particulièrement puisque nous avons le projet donc en chantier. Donc, on va reprendre les mêmes éditions et on va voir l'évolution. Sachant que Hachette est un cas particulier, parce que Jules Isaac va être le premier à réviser son propre manuel. Il va faire son mea culpa, et il l'explique dans ses mémoires d'ailleurs. Dans les années 30, il va publier une nouvelle version où il va dire qu'il faut rester prudent sur cette question et qu'il va donner la fameuse méthode des deux points de vue. Il va donner le point de vue français qui va atténuer, et il va donner le point de vue allemand et dire finalement cette question, on ne peut pas y répondre. On n'est pas d'accord sur les origines de la guerre, mais il faut tenir compte du fait que les autres interprètent différemment les mêmes événements et que c'est des sujets qui restent à creuser, notamment par la recherche historique. Et ça, c'est le récit de Hachette des années 30. Mais, et ensuite, bon, Jules Isaac va échapper à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale et il va se consacrer ensuite plutôt à la question juive qu'à la question de l'enseignement franco-allemand, et il va laisser la direction de son manuel à son équipe, à des gens qui avaient déjà travaillé avec lui dans l'entre-deux-guerres, qui vont continuer, c'est Alba particulièrement qui va continuer les manuels Hachette. Et si on observe donc les manuels de 1962 chez Hachette, là on s'aperçoit que c'est plus du tout le récit d'Isaac, ni celui de 1920, ni celui de 1930. C'est un récit qui devient tout à fait classique, événementiel, chronologique. Des réflexions très peu approfondies sur les causes profondes de la guerre. C'est le thème du jeu des alliances qui domine. Les nations, les unes après les autres, sont entrées en guerre. C'est le genre de discours que l'on donne. Et les pays ne sont même pas nommés. Les nations entrent en guerre les unes après les autres. Jeu des alliances, elles étaient victimes d'un système politique mis en place juste avant la guerre, qui a fait que tout le monde a été obligé d'y aller. Chez Gigord, et là encore plus étonnant, on a vu que Gigord était très agressif vis-à-vis de l'Allemagne. 1953 chez Gigord, aucune allusion à l'Allemagne dans l'introduction. Elle y est carrément plus. Et ensuite, l'Allemagne est prise, on nous explique que l'Allemagne est prise aussi dans le jeu des alliances, au même titre que la France. Pas de responsabilité particulière. L'auteur précise que, le 1er août, les deux États, donc France et Allemagne, décrétèrent la mobilisation générale presque en même temps. Donc en gros, ils ont fait la même chose en même temps, ils sont co-responsables. Et ça, c'est une question importante parce qu'on sait que dans les interprétations historiques, celui qui mobilise en premier est souvent accusé d'avoir été l'instigateur de la guerre. Donc si on explique qu'ils ont mobilisé en même temps, on ne commence pas à jouer, ils ont fait 24 heures avant, 48 heures avant, on l'a fait en même temps, on a tous participé finalement à cette guerre, au déclenchement de cette guerre. Et donc, chez Gigord, on continue, l'Allemagne ne souhaitait pas la guerre, elle essaya même d'intervenir auprès de l'Autriche pour enrayer la crise. Et on écrit, le gouvernement allemand conseilla alors vainement à son allié de se rendre aux propositions britanniques, c'est-à-dire de négocier avec la Serbie. La responsabilité est donc collective,
et donc collective, pas de responsabilité allemande particulière, éventuellement un petit coup à l'Autriche, mais c'est pas gênant puisque on essaie de se réconcilier avec les Allemands. Donc un petit coup à l'Autriche, parfois c'est la Russie. Parfois la Russie quand même un petit peu mobilisée avant, mais l'Allemagne plus. Ça c'est très, très intéressant. Donc à partir des années 60, les manuels de RFA tiennent aussi à peu près le même discours. Personne n'est responsable, si personne n'est responsable, personne n'est coupable. Et il y a convergence donc des manuels français et allemands sur ce point de vue, sachant, et convergence avec les recommandations de la Commission qui dit rester évasif sur le sujet. Et surtout n'accuser personne. En RDA, par contre, on impute le conflit à l'impérialisme, à la classe dirigeante. On fait la différence entre le peuple qui a subi et la classe dirigeante qui a choisi, notamment influencée par l'état-major et l'industrie de l'armement. Et on a cette belle photo de Krupp, avec écrit donc « Krupp vend des armes à ses amis et à ses ennemis. Il sacrifie le peuple pour ses propres intérêts. » Et vraiment l'idée que responsabilité partagée des dirigeants, en gros ils se valent, ils veulent tous la guerre pour le capitalisme, l'armement, etc. Il n'y a pas vraiment de camp, il n'y a que des rivalités. Mais ça c'est la première période, donc les années 50-60. Au cours des années 60, la méthodologie de la Commission commence à évoluer et va faire de nouvelles recommandations. On va passer de la méthode consensuelle, qui était donc plutôt l'évitement du sujet, l'externalisation des responsabilités, à l'évocation des questions sensibles, c'est-à-dire la divergence des points de vue. Dans l'esprit de Jules Isaac des années 30, finalement, on donne le point de vue de l'autre et on dit combien il est difficile de s'entendre. Pour dire, le contexte est propice, traité de l'Élysée, construction européenne, et puis pression des associations qui, notamment des associations de victimes, d'anciens combattants, qui disent mais on ne peut pas non plus nier les responsabilités, il faut qu'on dise la vérité pour le respect de ceux qui y étaient, de ceux qui l'ont vécu. Et donc, le mouvement va venir surtout d'Allemagne, et là c'est surtout les Allemands qui vont influencer, avec l'évocation de la Kriegsschutzfrage. J'ai fait d'allemand, mais c'est dur quand même, ça reste difficile pour moi. Kriegsschutzfrage, question de la responsabilité dans le déclenchement de la guerre, qui est donc suite aux publications de l'ouvrage côté allemand, qui est discuté à Dijon par la commission franco-allemande dès 1965. Dans ce contexte, les manuels vont aussi évoluer. Il y a souvent un décalage entre la commission et les manuels, donc l'évolution commence dans les années 70-80. En France, comme en RFA, on aborde désormais la question de la responsabilité, et notamment celle de la responsabilité d'Allemagne. Et on a l'exemple intéressant de Hattier, qui montre que l'Allemagne réapparaît en France comme actrice de l'histoire, et non seulement comme victime du jeu des alliances. Elle a sa part de responsabilité, mais elle n'est pas toute seule. Berlin et Vienne, éventuellement Berlin et Moscou. Elle n'est pas seule, il y a plusieurs co-responsables du conflit. Donc on n'est pas quand même dans l'agressivité dans l'entre-deux-guerres. La question sensible de responsabilité est à ce moment-là abordée, on pourrait dire, sous l'angle didactique. On met la didactique au service de l'introduction d'un thème sensible. Donc, qui est responsable de la guerre? On va mettre un texte allemand dans les manuels français, donc l'extrait des buts de guerre de l'Allemagne impériale de Fritz Fischer, qui renvoie donc au débat qui a lieu, historiographique qui a lieu en Allemagne, depuis les années 60, et ce mode de présentation qui présente l'avantage de poser la question sensible sans donner l'impression que les auteurs font, on pourrait dire, de l'anti-germanisme primaire, puisqu'ils citent un document allemand et un débat allemand. Donc on introduit, on se sert finalement des documents de l'autre pour introduire des questions délicates, pour avoir l'air finalement de ne pas accuser directement l'ancien adversaire. Et là, on reste dans l'esprit des recommandations de la Commission, qui sont dans l'esprit de Jules Isaac, utiliser les documents de l'autre pour introduire certaines questions. En Allemagne, on parle aussi de la responsabilité, mais là, eux partent plus sur la responsabilité de la classe dirigeante, pour dire qu'il y a une convergence là avec la RDA, on se rapproche, et ils vont adopter, on pourrait dire un peu la nouvelle histoire, c'est-à-dire l'histoire sociale, notamment sous l'influence notamment des historiens français,
Il y a toute une partie des historiens allemands qui vont introduire l'histoire sociale, économique et sociale dans les manuels, et du coup distinguer le peuple victime de la classe dirigeante qui, elle, prend les décisions. Alors là, il n'y a pas le côté le capitalisme, etc., comme en RDA, l'impérialisme, mais il y a vraiment l'idée que la politique se fait parfois sans le consentement des gens, voire leur détriment. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est de voir la convergence entre l'évolution historiographique, notamment influencée par la nouvelle histoire française, et l'évolution des manuels en France et en Allemagne, avec l'introduction de l'histoire sociale comme outil de pacification des discours, parce que l'histoire sociale permet des distinctions que l'on fait moins en histoire militaire ou en histoire bataille. Et donc, les deux sont coordonnés. Donc, je vais du coup un petit peu couper parce que je ne vais pas trop avoir le temps de parler de l'enseignement de la violence pour éduquer à la paix. Simplement, dans l'esprit de la méthode, je vais aller très vite, simplement dans l'esprit de la méthode consensuelle, on va au départ faire une histoire bataille très propre, c'est-à-dire que les héros sont des chefs militaires dans leur voiture, parce que si on montre la violence, on a tendance à montrer l'ennemi comme le responsable de cette violence. Donc pour éviter de montrer l'ennemi responsable, et de montrer à quel point les violences ont été atroces, on fait ce qu'on appelle une didactique de guerre propre. Plan de bataille, photos de généraux, voitures, galeries de portraits de dirigeants, aucun champ de bataille, aucune violence. C'est l'exemple, on a l'exemple chez Gigot. Alors ça c'est intéressant parce que c'est aussi une méthode qui se développe à cette époque-là sous l'influence de la Commission. Les documents sont mis, non seulement on utilise les documents de l'autre, mais on les met en parallèle. France et Allemagne vivent la même chose. Donc on observe deux tranchées des deux côtés. Les tranchées, ils sont en train d'organiser leurs tranchées, pas du tout au moment de la guerre. Hein. Donc ils sont en train d'organiser tranquillement leurs tranchées, les tranchées au repos, on pourrait dire. Donc pas de violence. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit là? Un parallèle, la tranchée en Allemagne, la tranchée en France. On s'organise de la même façon. Le quotidien du combattant est le même des deux côtés. On s'identifie finalement à l'autre. On vit la même chose de chaque côté de la frontière et des tranchées. Mais, bien sûr, il va y avoir le problème, l'intervention, on pourrait dire, des associations d'anciens combattants, qui ont pris un peu de recul par rapport à la guerre, donc parce que la Deuxième Guerre mondiale aussi empêche que l'on parle de la première et des atrocités de la première. On essaie d'éviter tout récit trop traumatisant. Mais le temps passant, les associations d'anciens combattants demandant que l'on parle de la réalité de ce qu'ont vécu les poilus, on va faire ce qu'on appelle du pacifisme d'expérience, c'est-à-dire on va éduquer à la paix en montrant que la guerre c'est atroce. Donc on va prendre le contre-pied inverse, on va commencer à montrer les atrocités. Mais alors, comment montrer l'atrocité sans désigner l'ennemi comme coupable de ces atrocités? Là aussi, on va utiliser une méthode de pacification, la pédagogie, la didactique. On va utiliser le registre sentimental pour soi-même et aussi pour l'autre. On va montrer les souffrances de l'autre. L'autre en souffrance et soi-même en bourreau. Et comme ça, on va montrer que les atrocités sont des deux côtés et on relativise les responsabilités, on repartage les responsabilités. Et on a cet exemple en 1982. On voit que là, c'est une attaque de chars lourds français sur les tranchées allemandes. Donc c'est là c'est la France qui attaque. Alors, il y a une double représentation. On peut dire que c'est la domination de la France sur les Allemands. Mais il y a quand même l'idée que c'est la domination agressive. Là, l'agressivité est côté français. Donc, c'est important. On n'est plus du tout dans... les Français ne voulaient pas la guerre, c'était les gentils. Et on a subi les atrocités des méchants comme à Reims. Donc, c'est... Pour conclure... les objectifs de la commission étaient ambitieux, publier donc des recommandations pour réviser l'enseignement de l'histoire à des fins de pacification et de réconciliation des deux peuples. Il s'agissait d'enseigner la guerre sans attiser les haines vis-à-vis de l'ex-ennemi, de renforcer la place du thème de la paix dans les récits scolaires et d'inciter à proposer une narration spécifique de la paix, enseigner les périodes de paix et pas que l'histoire bataille. L'histoire n'est pas qu'une succession de batailles qui opposent la France et l'Allemagne. Classifier les discours en s'appuyant notamment sur les progrès de la didactique, sur les innovations de l'historiographie, sur les pédagogies actives,
parfois on ne fait qu'aborder le sujet sous forme de questions et le débat a lieu en classe. Donc, l'idée donc était de créer un contexte favorable à une réconciliation par l'école. Et c'est difficile de savoir exactement quelle est l'influence des commissions. On a quelques témoignages, quelques lettres qui disent que les auteurs ont lu les recommandations et qu'ils les ont appliquées dans leur manuel. Mais pour beaucoup de manuels, on n'a pas le lien direct, mais on voit que les recommandations et la commission franco-allemande est dans l'esprit du temps et qu'en tout cas, elle participe à un mouvement d'apaisement des récits scolaires dans le but d'éviter un troisième conflit mondial, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la Commission recommande d'enseigner la paix, mais cette étude montre qu'il suffit pour pacifier, réconcilier les peuples, il ne s'agit pas simplement d'enseigner que la paix, que les moments où on s'est entendu et gommer tous les conflits, il suffit d'enseigner la guerre de part et d'autre autrement. Eh bien, je vous remercie. Merci. Je crois, Hubert est parti, on n'est pas à 5 minutes près, je pense, tout maintenant. Mais il faudra que tu me redonnes un petit peu tout de même les... On doit terminer avant la pause déjeuner à 12h30. Oui. Je note. Ok. Donc, est-ce qu'il y a pour ces deux thèmes, alors dans le fond, oui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dans le fond, le retour sur les rencontres franco-allemandes, les commissions franco-allemandes d'après-guerre, intéressant tout de même cette rencontre de Berlin 24, dont Hubert n'avait pas parlé, il ne peut pas parler de tout, mais intéressante cette réunion de Berlin 1924, même si ce n'est pas le cœur de votre sujet, parce qu'il y a eu tout de même là, il faut le dire, à un moment où la Ruhr... Oui, alors monsieur... En 24, c'était une rencontre franco-allemande, vraiment des exclus, des discours dominants. En Allemagne, c'était der Bund für entschiedene Schulreform, donc une association pour les réformes décisives scolaires. C'était à l'époque vraiment l'extrême gauche. Il n'était vraiment pas ancré au système de Weimar. C'était l'USPD ou le Parti communiste. D'accord. Et les Français c'était des communistes. Quoi. Donc, voilà. Donc vraiment un mouvement certainement pacifiste, mais machinal, complètement machinal. Et ces gens-là prenaient l'Union soviétique comme le grand exemple. Et cela, pour la majorité, c'était absolument inacceptable. Et ces rencontres ont plutôt nié à la cause, plutôt endommagé la cause de la paix pour la majorité des professeurs. Parce que c'était les agents de Moscou. C'était ça l'esprit du temps. Hein. Et donc, ces rencontres en 24 est intéressant. Là, on pourrait peut-être parler des rencontres au sein de l'Église protestante. Là aussi, il y avait à Berne, par exemple, les rencontres de l'Église protestante, où les Allemands ont été acceptés, et là, Arnold Reimann, en tant que protestant, a été très actif. Cette filière-là me semble être beaucoup plus curieux que ces rencontres-là, parce que c'était vraiment des politiques qui se trouvent à la marge des débats, des marginales. Et les réunions protestantes, elles ont eu lieu quand? En 24, au moins 25. 25, oui. Ouais. On est en plein tout de même dans l'ambiance occupation de la Ruhr. Oui, voilà. C'est pas une très bonne ambiance franco-allemande, je crois. Enfin, jusqu'en 1926 où les choses se calment. Enfin, déjà 25, ça commence à se calmer, mais enfin, avec RI au pouvoir. Enfin, bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des points que vous voudriez justement sur ces commissions et sur leur développement avec Madame Nouvelle Kirch-Léger? J'ai dit que tout à l'heure, je vous prie de m'en excuser, j'ai cru que c'était en... Oui, pour les contacts après la Seconde Guerre mondiale, vous aviez dit qu'on a essayé de nouer des liens avec des enseignants allemands non conformistes. Oui. Comment peut-on individuer un enseignant allemand non conformiste dans les années 40? Vaste question. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, conformiste ou non conformiste? On pouvait être
socialiste et antisémite, on pouvait être conservateur contre Versailles mais pas nazi. Donc il y a toute la possibilité. Un énorme éventail. Quels étaient les critères pour choisir les autres locuteurs? Disons que ça s'est fait par plusieurs réseaux. Déjà, pour ceux qui étaient officiellement pour le gouvernement antérieur n'ont pas été invités. Ensuite, c'était bon, par affinité. Georg Eckert, déjà, vous connaissez les personnes. Alors, c'est plutôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt les enseignants de gauche, on pourrait dire, côté allemand, et plutôt les enseignants conservateurs, côté français. Ce qui fait, par exemple, que la nouvelle histoire va avoir d'abord plus de succès chez les historiens allemands. C'est-à-dire que dans la commission franco-allemande, ce sont les historiens allemands qui vont soutenir l'introduction de la nouvelle histoire et de l'histoire sociale, finalement, plus que les historiens français qui étaient plus conservateurs. Donc c'est la gauche, donc finalement c'est un peu politique, c'est-à-dire qu'en gros les historiens de gauche qui sont censés ne pas avoir soutenu le régime nazi sont invités beaucoup plus que des historiens de droite susceptibles d'avoir été trop à droite. Puis bon, il y a aussi la surveillance au début, c'est quand même les gouvernements français et britanniques qui sont à l'initiative, donc eux aussi des noms qu'il ne faut pas inviter. Alors après, je crois qu'il y a eu quelques personnes qui ont participé au mouvement et qui avaient été suspectées d'avoir été un peu pro-nazis, qui s'en sont aperçus dans les années 60. C'était pas très clair. Il y en a eu un en particulier qui a été un petit peu critiqué pour sa participation aux commissions et pour son comportement lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais sinon, voilà, ça s'est fait par réseau. Il faut dire, au début, c'était assez confidentiel. Et on invite les professeurs que l'on connaît et on fait confiance aux deux organisateurs. Et Georg Eckert était très engagé dans le socialisme. Donc lui avait un réseau socialiste qui était a priori pas suspect de collaboration avec le régime nazi. Une question. Quelle est la part de la place du ministère de l'Éducation nationale en France dans la mise en place de ces commissions? Parce qu'en France, c'est essentiel. C'est un pays très directif. En fait, donc je complète. Est-ce que ces commissions sont informelles ou elles sont très formelles? Formelles, c'est-à-dire qu'elles sont contrôlées, même de manière élastique, par le pouvoir au ministère, ou au contraire, elles réunissent des historiens qui, pour des raisons d'affinité les uns par rapport aux autres, ont décidé de mettre en place ce type de commission. On ne peut pas échapper à ça en France. J'étais recteur, je sais comment ça se passe. Alors, au départ, l'initiative vient des gouvernements. De toute façon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne pouvait pas, surtout avec l'Allemagne, faire ce genre d'initiative sans avoir l'accord des gouvernements. Mais très vite, les membres de la commission vont vouloir leur indépendance, notamment donc Georg Eckert et Édouard Brunet vont dire en gros on continue si l'État nous donne carte blanche, si on peut faire valoir notre objectivité en histoire et pas être au service d'une histoire officielle. Donc c'est vraiment cette originalité, cette volonté de rester indépendant de l'État, mais finalement l'État garde un regard bienveillant, c'est-à-dire qu'il peut encourager, il se tient au courant, il peut faire passer les informations, mais il n'est pas acteur, il n'est pas impliqué, même si les commissions ont pour but quand même d'avoir une influence sur la société. Mais l'influence, elle se fait notamment par le réseau des professeurs d'histoire-géographie, mais pas du ministère. C'est plutôt, j'allais dire, la base, c'est-à-dire les associations de professeurs qui font passer l'information en disant que ce sont des recommandations. Et là, donc, le deuxième point sur lequel ils tiennent, c'est que ce sont des recommandations. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que l'État s'en empare, parce que l'État même a proposé à un moment de les mettre dans les programmes scolaires. Et il y en a qui étaient pour cette version, notamment côté allemand, en disant on imposera un nouveau récit. Oui, parce qu'il y a un va-et-vient. C'est-à-dire que ces commissions, quelque part, vont influencer la lecture qui peut être faite par les inspecteurs généraux. Quelle est la place des inspecteurs généraux dans ce type de commission? Parce que les historiens sont libres. C'est comme les procureurs en justice. Les inspecteurs généraux, eux, ils pilotent quand même les programmes, donc inévitablement la politique. Alors la question ne se pose peut-être pas de la même manière en Allemagne du fait qu'il y a des Länder, qu'il y a des ministres dans chaque Länder, et que le pouvoir est beaucoup plus, disons, éclaté. Et si l'État reprend les recommandations de la Commission, c'est une victoire. Mais l'État le fait librement, c'est une influence dans le cadre de la liberté d'enseignement des commissions. C'est-à-dire que l'État a jugé que ce travail était important et qu'il pouvait en prendre compte. Mais le but n'est pas du tout de demander à l'État d'obliger à introduire les recommandations. Par contre, les inspecteurs généraux peuvent être invités. Il n'y a pas que les remplaçants. Il y a
les professeurs d'histoire-géographie, en particulier les représentants des associations des pays. Il y a des universitaires qui viennent donner, on pourrait dire, les dernières découvertes scientifiques pour aussi introduire dans les manuels scolaires la réalité historique et les dernières recherches. Il y a les éditeurs de manuels, pour qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils acceptent qu'on refasse les récits. Et il peut y avoir des inspecteurs généraux, des représentants de l'État, mais à ce moment-là, ils viennent, j'allais dire presque à titre personnel, ils ne sont pas là officiellement pour donner un caractère. Vous utilisez le mot État, mais l'État c'est une abstraction. Hein. Quand vous imaginez une espèce de tentaculaire. C'est plutôt tentaculaire. Mais imaginez le corps du poulpe qui dirige, ça c'est une abstraction. Oui, en revanche, il y a évidemment des réseaux, des influences, des manières de penser, en particulier au niveau du corps des inspecteurs généraux. Je pense qu'une bonne étude historique du rôle des inspecteurs généraux dans la définition même des programmes et derrière forcément des manuels, ça c'est assez intéressant. En plus de ce que vous avez fait, qui était tout à fait... Mais à la PSG, on connaît assez bien. Oui, il faudrait... Après, l'autre travail, c'est comparer les recommandations des commissions, les manuels et les programmes. Voilà. Je ne suis pas historien, donc je ne regarde pas, mais comment est-ce que depuis une vingtaine d'années, on a glissé à cette idée de brutalisation qui finit par remplacer un petit peu la tradition des relations internationales. La guerre n'est plus qu'une brutalité. Comment est-ce qu'on a glissé vers cette lecture également très problématique? Tout à fait. Si la guerre n'est pas brutale, on se demande ce qu'elle peut être. Vous avez raison, et là je compléterai parce que c'est très intéressant, c'est l'enseignement de la guerre maintenant est présenté, c'est l'idée que la guerre est un drame humain qu'il faut éviter à tout prix, et donc on montre les atrocités de la guerre des deux côtés, très équilibré, mais vraiment on montre l'idée de faire choc. Ça on l'amène dans les recommandations parfois du ministère, je trouvais des passages chocs pour faire réfléchir et marquer les élèves. Mais par contre, pour la Première Guerre mondiale, les programmes étant limités, on n'enseigne plus les origines de la Première Guerre mondiale au collège, par exemple, au lycée. On n'enseigne plus les origines. Donc là, on a carrément un problème. C'est comment expliquer qu'un conflit aussi important soit déclenché sans dire qu'est-ce qu'il a déclenché. C'est-à-dire, la guerre, le message est simple, quelle que soit l'origine de la guerre, c'est un crime contre l'humain, c'est un crime dramatique. Donc la guerre, c'est mal, il faut l'éviter. Et finalement, les origines, c'est secondaire. Il ne faut pas arriver à un conflit, quel que soit le mécanisme qui y conduit. Et c'est vrai que ça, c'est un problème. C'est quand même une vision très moralisatrice. Hein. Oui, et très partielle. Partiel, bien sûr. D'ailleurs, tout ce qui est moralisateur est partiel, nous sommes tous d'accord. Je peux raisonner en géographe, ce qui m'intéresse dans la guerre, ce qui m'intéresse à la guerre, surtout à la retraite. Ce qui m'intéresse, c'est quand même comment deux états-majors militaires conçoivent un terrain pour un affrontement. Il n'y a pas l'idée de brutalisation. Il y a la mobilisation de millions d'hommes, il y a en face les reliefs, les zones où il faut faire... toute la logistique. Quoi. Ça, je trouve ça intéressant. C'est dommage d'ailleurs que les géographes et les historiens ne collaborent pas dans ce domaine. Hein, parce que sinon, on réduit la guerre à l'action de généraux, ce qui est quand même, à mon avis, assez limitatif. Hein. On finit par aboutir au discours sur Craon, c'est quand même la faute à Nivelle, il n'y avait que lui, c'était un crétin, etc., il n'avait rien compris. Bon. La mobilisation même des forces pour l'offensive de la Somme suppose quand même une bonne intelligence de ce qu'est le corps militaire et également une bonne intelligence des relations entre les parlementaires et les militaires, etc., pour ne voir les choses que du côté français. Hein. Et sans avoir l'idée d'ailleurs que du côté allemand, c'est beaucoup plus monolithique parce que l'aristocratie prussienne, c'est comme ça. Hein. Et longtemps, ça a été un peu le discours qu'on retrouve dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, au fond, la France est une victime en 1914, nos militaires sont des braves gens, ils sont pour la paix, tandis que les Allemands sont tous, évidemment, lisez Hans von Salomon, dans Figaro Histoire, il y a deux pages très très intéressantes là-dessus, hein. Donc vous avez toute cette responsabilité qu'on retrouve encore aujourd'hui. Sachant que la brutalisation, c'est un thème qui apparaît d'abord dans les manuels allemands. C'est-à-dire expliquer la violence et la cruauté, c'est-à-dire comment expliquer qu'un homme puisse commettre de telles cruautés, même dans un contexte de guerre. Oui, mais est-ce que c'est pour la Première Guerre mondiale ou pour la Première. Le
a été développé pour la Première Guerre mondiale, avec vraiment l'idée que l'homme n'est plus vraiment humain à partir du moment où il est dans un contexte de guerre qui le rend beaucoup plus agressif que s'il était en contexte. Oui, mais est-ce que ça n'avait pas été introduit pour les Allemands? Est-ce que ce problème de la brutalisation n'avait pas été déjà fondamentalement posé par non seulement l'Holocauste, mais même par les violences de la Seconde Guerre mondiale qui ne touchaient pas que les Juifs? Non, mais bien sûr que c'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale qui fait qu'on relie la Première. Absolument, on est bien d'accord. Oui, c'est vrai qu'après... Alors il y avait Hubert et peut-être une autre question. Madame, non? Qui? Vous? Alors moi je me posais la question, vous avez montré l'influence sur la rédaction des manuels. Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous envisagez de voir comment le professeur de base du secondaire interprète, applique, n'applique pas? Par exemple, vous avez cité ce fameux programme de 2012, là, qui nous a, dans ce lycée, beaucoup fait souffrir. J'ai eu une petite discussion avec Laurent Wirth assez houleuse. On ne fait plus que, théoriquement, si on applique le programme, si on applique Eduscol, on ne fait plus que de l'émotion. Oui. Et on a l'impression qu'entre les chaînes de télévision ou le cours d'histoire, c'est la même chose. Il faut toucher l'émotion. Bon, alors ceci étant dit, on le fait un peu, le mot de brutalisation passe, hein, mais ma collègue on disait, on fait quand même si on sait qu'on va toujours courir contre le temps, on fait quand même les origines de la guerre. Parce que bien sûr, c'est inévitable, c'est absolument inévitable. Vous ne pouvez pas dire, aucun de vos élèves ne dira en Allemagne ou en France, tiens, je vous parle de la guerre, ben pourquoi il y a eu la guerre, monsieur, madame? Impossible, donc je crois que c'est ipso facto, c'est unvermeidlich. Hein. Vous êtes obligé de dire, au moins rapidement, même si c'est très superficiel, vous êtes obligé de dire rapidement pourquoi. Ensuite, naturellement, tout votre travail prend son sens à partir de ce moment-là. Il y avait Hubert qui voulait dire quelque chose, et puis peut-être on va passer ensuite, on arrive vers 11h. Absolument, je vous en prie, puis après Hubert. Oui, pardon. Déjà, bon, pour le programme lui-même, j'ai eu l'occasion de travailler avec justement les inspecteurs du rectorat de Montpellier. J'ai fait plusieurs présentations au rectorat. Et donc, une des inspectrices générales des EPR a participé à l'élaboration des nouveaux programmes. Donc, c'était intéressant vraiment d'avoir ce dialogue. C'est pour ça que je me suis permise de donner l'interprétation.